Tu penses que pour braquer une banque, il faut un masque, une arme et un plan digne de Hollywood? Détrompe-toi, les plus gros casseurs de banques n'ont jamais mis un pied dans une agence. Ils ont tout fait, depuis leur chambre, armés uniquement d'un clavier. Et ce n'est pas de la fiction, c'est du réel. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers sombre et fascinant des hackers qui ont ruiné des banques, volé des millions et mis à genoux des systèmes entiers. Certains étaient des génies solitaires, d'autres menaient de véritables mafias numériques. Mais tous ont prouvé une chose, le vrai pouvoir, c'est le code. Accroche-toi bien car ce que tu vas entendre va te faire voir la cybersécurité sous un tout autre angle. Tu ne connais peut-être pas son nom, mais Albert Gonzalez a marqué l'histoire du piratage bancaire. Il n'a pas utilisé d'explosifs, pas braqué de coffre et pourtant, il a volé plus de cartes bancaires que n'importe quel criminel dans le monde. Albert, c'est un Américain, brillant, discret et passionné de code depuis l'adolescence. Très vite, il devient l'un des membres les plus actifs de forums clandestins où se rencontrent les cybercriminels du monde entier. Mais lui, il voit plus grand, bien plus grand. Son plan? Pénétrer les réseaux informatiques de grandes entreprises pour intercepter des millions de données bancaires. Avec son équipe, surnommée Shadow Crew, il infiltre des géants comme TJX Companies, Hannaford Brothers ou encore Heartland Payment Systems, un des plus gros processeurs de paiement des États-Unis. Et il ne s'est pas contenté de quelques cartes. On parle de plus de 170 millions de numéros de cartes bancaires. Tu entends bien, 170 millions. C'est comme si toute la population de la Russie s'était fait pirater. Leur technique, brillante mais terrifiante. Ils utilisaient ce qu'on appelle des sniffers, des programmes qui analysent et interceptent les données en circulation sur les réseaux internes des entreprises. Une fois les informations collectées, ils les revendaient sur le dark web ou les utilisaient directement pour retirer de l'argent dans des distributeurs automatiques partout dans le monde. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que pendant un moment, Albert Gonzalez a été collaborateur du gouvernement américain. Et oui, arrêté une première fois pour piratage, il a accepté de coopérer avec les services secrets. Il a même aidé à faire tomber d'autres hackers. Mais pendant qu'il jouait le rôle du repenti, il continuait ses propres opérations en secret. Un double jeu digne d'un film. Son arrogance a fini par le trahir. Les autorités ont remonté sa trace après des failles dans son réseau. Et en 2008, il est arrêté à Miami. Le montant total des pertes causées par ses activités est estimé à plus de 200 millions de dollars. Verdict, 20 ans de prison. L'une des plus lourdes peines jamais prononcées pour un hacker. Mais son impact reste immense. Les entreprises qu'il a visées ont dû repenser totalement leur sécurité. Et encore aujourd'hui, son nom est cité dans les formations en cybersécurité comme l'exemple parfait d'un génie devenu cauchemar numérique. Alors la prochaine fois que tu utilises ta carte bancaire dans un magasin, demande-toi, est-ce qu'un Albert Gonzalez ne serait pas en train de l'espionner ? Avant les cybercriminels d'aujourd'hui, avant les hackers masqués du dark web, il y avait Vladimir Levin, un nom qui a fait trembler l'une des plus grandes banques du monde, la Citibank. Et pourtant, cet homme n'a jamais braqué de coffre. Il a simplement allumé son ordinateur depuis un petit appartement à Saint-Pétersbourg en Russie. On est en 1994. Internet est encore balbutiant. Le mot cybercriminalité n'existe quasiment pas. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Vladimir va orchestrer l'un des premiers et des plus audacieux braquages numériques de l'histoire. Grâce à une faille dans le système de sécurité de Citibank, Levin parvient à accéder à des comptes bancaires appartenant à de grandes entreprises. Et là, il commence un véritable ballet financier. Il transfère plus de 10 millions de dollars vers des comptes dans plusieurs pays, dont la Finlande, Israël, les Pays-Bas et les États-Unis. Le tout depuis un simple ordinateur et une ligne téléphonique, pas de fibre optique, pas de VPN, pas d'outils ultra sophistiqués, juste de l'intelligence, de la patience et un coup de génie. Mais comment a-t-il réussi un tel exploit? Il aurait obtenu, selon certaines sources, l'accès au système de télébanque utilisé par les grandes entreprises clientes de Citibank, un accès probablement acheté ou volé à d'autres pirates. Et une fois à l'intérieur, il ne s'est pas contenté de regarder, il a déplacé les fonds pièce par pièce avec une précision chirurgicale. Mais voilà, quand on touche à l'argent d'une institution comme Citibank, on déclenche une réaction en chaîne. Et pourtant, Matthew Bevan et Richard Price ont failli provoquer une guerre mondiale. On est en 1996, Internet est encore jeune, les protections sont basiques et les serveurs militaires ne sont pas aussi blindés qu'aujourd'hui. À cette époque, Matthew Bevan, alias Kuji, a 21 ans. Il est obsédé par les OVNI et les théories de complot. Richard Price, lui, n'a que 16 ans. Son pseudo, DataStream Cowboy.
Un ado discret, passionné d'informatique et surtout brillant. Les deux vont se rencontrer en ligne, sur des forums, et très vite, ils commencent à tester les limites des réseaux. Mais ce qui commence comme un jeu va rapidement devenir un cauchemar diplomatique. À force d'exploration nocturne, ils pénètrent dans des systèmes militaires américains ultra sensibles, l'Air Force, la Navy et même l'Agence de défense balistique. Mais ce n'est pas tout. Un jour, ils entrent par accident dans un réseau appartenant à la Corée du Nord, en passant par des serveurs américains. Et là, c'est le choc. Pendant quelques heures, les États-Unis pensent qu'ils subissent une attaque informatique nord-coréenne. Les alertes sont lancées, les services de renseignement sont sur le pied de guerre. Heureusement, la situation est rapidement maîtrisée et l'origine britannique de l'attaque est confirmée. Mais ce court moment de confusion aurait pu suffire à déclencher un conflit. Tout ça à cause de deux jeunes hackers dans leur chambre en Angleterre. Le FBI lance une enquête conjointe avec les services britanniques et rapidement, les deux ados sont identifiés. Ils n'ont rien volé, rien détruit. Ils ont simplement consulté, exploré, copié des fichiers. Mais dans le contexte militaire, c'est suffisant pour parler de cyberterrorisme. Richard Price est arrêté. Lors de la perquisition, la police découvre une montagne de disquettes, de journaux de session, de schémas militaires. Il n'avait même pas conscience de la gravité de ses actes. Il croyait juste regarder sous le capot. Matthew Bevan, lui, est arrêté peu après. L'affaire fait les gros titres, surtout au Royaume-Uni. Mais après des mois d'enquête, les charges les plus lourdes sont abandonnées. Ils sont relâchés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient ni motivation politique, ni volonté de nuire. Juste la curiosité et un talent impressionnant. Et aujourd'hui, Bevan est devenu un expert en cybersécurité. Price est resté discret, mais leur histoire est souvent citée dans les écoles de hacking éthique, parce qu'elle nous rappelle une chose, le savoir peut être une arme. Et dans le monde numérique, un ado dans sa chambre peut faire plus de dégâts qu'une armée bien équipée, pas de visage, pas de nom, juste un masque, un message et une armée invisible. Anonymous, c'est le collectif de hackers le plus célèbre et le plus insaisissable du XXIe siècle. Ils n'ont pas de leader, pas de quartier général, mais quand ils choisissent une cible, les plus grandes institutions tremblent. Et en 2011, c'est la Bank of America, l'une des plus puissantes banques du monde, qui s'est retrouvée dans le viseur de ces pirates numériques. Mais pourquoi s'attaquer à une banque ? À l'époque, le monde sort à peine de la crise financière de 2008. Des millions de familles ont perdu leurs maisons, leurs économies à cause de manipulations et de pratiques douteuses de certaines grandes banques. Anonymous, qui se bat pour la transparence et la justice sociale, décide alors de frapper là où ça fait mal, la réputation. Le 14 mars 2011, Anonymous publie une énorme fuite de documents confidentiels provenant d'un ancien employé de la Bank of America. Ces fichiers révèlent des emails internes, des discussions sur la manipulation de dossiers de prêt, des preuves de mauvaises pratiques. Mais au-delà du contenu, c'est le geste qui frappe fort. Une institution de cette taille, avec autant de moyens de sécurité, pillée par des hackers anonymes, invisibles, incontrôlables. Et ce n'est pas tout. Dans leur communiqué, Anonymous accuse la banque de fraude généralisée et de manipulation des preuves. Ils veulent montrer au monde que même les géants de la finance peuvent être dénoncés par des citoyens masqués. Le coût médiatique est immense. Les journaux du monde entier reprennent l'affaire. Et même si la Bank of America nie toute faute grave, les dégâts sont déjà là. Perte de confiance, image ternie, questions dans l'opinion publique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette opération faisait partie d'un projet bien plus grand d'Anonymous appelé Opération Empire State Rebellion, destiné à dénoncer les collusions entre les banques et les gouvernements et à redonner le pouvoir au peuple. Ce n'était pas un vol d'argent ni une attaque destructrice, c'était un message, une démonstration de force pour dire « on vous regarde, vous n'êtes pas intouchable ». Et c'est ça, la force d'Anonymous. Ils ne cherchent pas la gloire, ni la fortune. Ils cherchent à perturber un système qu'ils jugent corrompu. Et parfois, un simple clic, un fichier partagé, peut avoir plus d'impact qu'1 million de balles. Aujourd'hui encore, l'opération contre Bank of America reste l'un des coups les plus marquants de l'histoire du hacking activiste. Et une preuve que dans la guerre numérique, l'information est l'arme la plus puissante. Ils n'avaient pas besoin de cagoule, pas besoin d'armes. Juste un clavier, une connexion et une volonté de défier les plus grandes puissances financières. De Albert Gonzalez à Anonymous, ces hackers ont prouvé que le vrai pouvoir ne réside plus seulement dans les coffres, mais dans l'information, le code et la maîtrise du monde numérique. Ce ne sont pas des héros, ni forcément des criminels. Ce sont les enfants d'un nouveau monde où une ligne de code peut valoir plus qu'1 million de dollars et où une erreur de sécurité peut coûter la paix d'un pays. Alors la question, elle est simple.
Qui sera le prochain? Un génie solitaire dans sa chambre, un groupe anonyme aux motivations floues, ou peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment?